Il est sans conteste la révélation de la compétition cette année. Dans Les Misérables, il raconte les 2 premières journées d'un nouvel équipier de la BAC qui patrouille dans les quartiers de Montfermeil au contact d'une jeunesse abandonnée et de policiers aux abois. Tout un monde écrasé de soleil, parcouru de tensions raciales, religieuses, mafieuses. Il avait co-réalisé le formidable documentaire À voix haute, mais c'est son premier long métrage de fiction qui a fait un triomphe mercredi soir dans la grande salle, ici à Cannes. Bonsoir, Ladji. Bonsoir. Merci beaucoup Merci d'être avec nous. recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé, Ladj, mercredi soir, vers 20h, quand une phrase de Victor Hugo est apparue sur le grand écran à la toute fin de votre film, que la salle s'est éclairée? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Je ne cache pas que j'étais un peu sonné de voir toute cette salle debout à applaudir, à crier de joie et tout. J'étais vachement surpris. En même temps, j'étais très fier de projeter mon film dans cette salle, d'être en compétition officielle pour un long métrage. C'est une fierté énorme. En même temps, c'est l'aboutissement de 20 ans de travail, j'ai envie de dire. Donc on est très content d'être là. Victor Hugo qui a un lien très fort avec Montfermeil. Peut-être qu'il faut nous l'expliquer, nous le raconter. Oui, clairement. Moi, j'habite Montfermeil. Une partie du roman de Victor Hugo s'est déroulée à Montfermeil. Aujourd'hui encore, on a la maison des Thénardier, on a la fontaine Jean Valjean. Donc, on a un lien assez fort avec ce roman. Et aussi, je me dis que plus d'un siècle plus tard, la misère est toujours aussi présente sur ce territoire. Vous dire que les Gavroches... oui, les Gavroches, comme on dit, ont juste changé un peu de couleur, mais ça reste les mêmes. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil au roman de Victor Hugo. Vous avez pris le parti de nous montrer ce quartier de Montfermeil, non pas vraiment de l'intérieur, mais à travers les yeux neufs d'un policier de la BAC, originaire de Cherbourg, donc étranger, outsider. Pourquoi ce choix qui est assez inattendu pour quelqu'un, vous le dites souvent, qui veut donner la parole à ces jeunes des quartiers? Ouais, j'ai trouvé intéressant à travers le personnage de Damien, qui ne connaît pas du tout l'univers. Damien Bonnard. Damien Bonnard, bien sûr, qui arrive de Cherbourg et qui ne connaît pas l'univers de la cité. Ce que je raconte, c'est que souvent, c'est un cas qui arrive, c'est que les policiers arrivent, sortent des écoles, habitent souvent en Provence et ils atterrissent dans ces quartiers qu'ils ne connaissent pas du tout, ils n'ont pas forcément l'expérience. Donc forcément, j'estime que ce n'est pas forcément la solution, mais c'est ce que je voulais raconter à travers de ce personnage Damien qui arrive et on découvre l'univers de la cité à travers son regard. Et le film réserve énormément de surprises, c'est ça qui est passionnant. Il y a toute une esthétique de retournement de situation, de choc, de souffle coupé. Ça, c'était une intention que vous aviez dès le départ, ou alors c'est venu aussi au fur et à mesure du tournage? Ah non, complètement. Après, moi, j'ai travaillé avec mon scénariste, Giordano Gedarlini. Tout était écrit, tout était très précis. Comme je dis, moi, l'histoire, le film Les Misérables, tout est inspiré de faits réels, des choses qui me sont arrivées dans ma vie ou dans la vie de mes proches ou de mes amis. Donc, à mettre en scène, ça facilite. Mettre en scène, mais là aussi, en l'occurrence, raconter une histoire. Est-ce que vous essayez quand même d'échapper à quelque chose qui pourrait menacer votre film? Des clichés, des facilités dans le traitement de ce territoire aussi, qui est devenu un territoire de cinéma, une absence de complexité, je me suis dit. Parce après, j'ai voulu éviter tous ces clichés. Comme je dis, souvent, on a tendance, quand on parle de la banlieue, à ramener vachement de clichés. Moi, justement, j'ai voulu éviter tous ces clichés. Qu'est-ce que vous vouliez éviter? Un film sur la banlieue où je ne traite pas de drogue, je ne traite pas d'armes, il n'y a pas aucune arme à feu dans le film. J'ai avant tout envie de parler de l'humain, envie de parler de l'enfance, parce que mon film parle avant tout de l'enfance, la place des enfants dans ces quartiers difficiles, c'est quoi leur avenir, c'est quoi leur place. Et pas que des enfants, il y a aussi tous les personnages qui gravitent autour, que ce soit les personnages du maire, une figure emblématique dans le quartier, ou la figure du trafiquant qui est la pince. Donc voilà, c'est de faire une panel de différents personnages qui gravitent dans ces quartiers. C'est vrai qu'on a ce point de vue au ras du sol, qui est celui du policier, interprété par Damien Bonnard, dont vous parliez, et un autre point de vue quand même, qui est beaucoup plus aérien, qui est tout le temps filmé par un drone, commandé par le jeune Buzz, Alassane Ly, qui est votre fils. Et aussi mon fils. Je crois. Ouais. Et ce qui offre à la fois un autre angle, une vision surplombante, et une réflexion aussi, que je dois dire, est assez magnifique sur la façon de filmer. Le petit Buzz, c'est vous, en fait. Oui, quelque part, c'est moi. Ce que je raconte, c'est que pendant plus de 5 ans, j'ai fait du cop-watch dans ma cité, où je filmais les policiers pendant leurs interventions, jusqu'au jour où j'ai filmé une vraie bavure policière. Donc j'ai diffusé la vidéo sur Internet, la presse a repris, enquête de l'IGS. Et c'est la première fois que les policiers étaient suspendus suite à une vidéo qui a été diffusée sur le net. Quelque part, c'était votre premier film? C'était pas mon premier film, mais voilà, c'était le point de départ des Misérables, du court-métrage, et qu'on a développé par la suite en long-métrage. Mais cette scène que vous venez juste de me raconter, c'est celle qui a fait de vous le cinéaste que vous êtes encore aujourd'hui? Oui, complètement. Comme je dis, moi, depuis que je suis ado, j'ai une caméra entre les mains et je filme. Ça fait faire plus de 20 ans que je filme.
Et voilà, petit à petit, comme je dis, moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, je suis un grand fan de Spike Lee. J'ai vachement été inspiré par tous les films américains, ceux de Menace to Society, A Boys in the Hood, plutôt des films américains plutôt que français. Et Spike Et Lee, il est après, où dans votre film Les Misérables? Vous le voyez où? je le vois où? On peut l'imaginer même dans le personnage de Buzz, quelque part. Ouais. C'est un cinéma qui n'existait pas en France, ça. Je sais pas si ça n'existait pas, mais voilà, en tout cas, on essaye de raconter des histoires autrement. Les premières scènes du film accompagnent une jeunesse dans l'euphorie. Euphorie de la Coupe du Monde de football qui brandit des drapeaux tricolores, qui s'identifie à Kylian Mbappé, qui fait exploser sa joie au Trocadéro avant de retourner dans son quartier. Je vais vous proposer de regarder une scène avec moi, une scène qui se situe un peu plus tard, mais qui n'a pas moins de vitalité. C'est une pleine après-midi sous le soleil, et les enfants sont en train de jouer avec des pistolets à eau. Alors peut-être que vous pouvez nous la décrypter, nous la raconter, cette scène avec l'image à l'appui. La fameuse scène avec la bande des microbes. Les microbes, c'est les ados, enfin les jeunes de 10 à 15 ans à peu près. Et ce qu'on raconte, c'est que le film se place en plein été, donc c'est un été à la cité. La plupart de ces gosses, malheureusement, n'ont pas la chance d'aller en vacances, donc ils s'improvisent un camp, un club med en plein milieu de la cité. Donc ils ont leur petite piscine gonflable qu'ils ont remplie d'eau, des poubelles qu'ils remplissent d'eau, qui servent de baignoire, et des pistolets à eux. Ils s'amusent à faire une bataille d'eau et en fait ils attendent, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il y a une bataille d'eau qui va se préparer avec les gars de la BAC. C'est une scène que vous interprétez comment, vous? De joie? Oui, surtout de joie. De joie. Après, comme je dis, c'est des enfants. C'est des enfants, ils sont là, ils s'amusent. Même quand ils s'en prennent aux policiers en leur balançant de l'eau, ça reste un jeu. Ça reste un jeu pour eux, ils s'amusent et c'est peut-être le seul moyen qu'ils ont trouvé pour s'éclater. Mais c'est un jeu qui, par votre traitement de cinéma, l'Adj, reste un jeu, mais à quelque chose d'inquiétant, soudain. Et votre film emprunte parfois à des clichés du thriller horrifique, à l'épouvante. C'est vrai qu'en regardant la scène, surtout à la fin, on a un petit gamin qui menace les flics de l'égorger. On peut se dire à ce moment-là, avec la musique qui arrive, que ça risque de partir quelque part à un moment en vrille. Mais on ne sait pas trop parce que ça se tient, on ne sait pas à quel moment ça va partir et à un moment ça explose. On dit rien, hein. On dit rien. Là, on peut rien dire. Ça Ouais, sort en faut aller novembre. voir le film. On va attendre. Faut aller voir le film. On cite beaucoup La haine de Mathieu Kassovitz. On y pensait tous quand on a vu cette projection le mercredi en référence à votre film, prix de la mise en scène, La haine à Cannes, il y a 24 ans. Moi, j'ai beaucoup pensé à Jean-François Richet aussi et à ses deux premiers films, État des lieux et Ma cité va craquer. Dans quelle mesure ces films, ces trois films d'ailleurs, ont-ils influencé votre création? Où est-ce qu'ils sont chez Clairement, vous? après, je ne vais plus citer La haine parce que c'est un film qui m'a vachement inspiré. Et pareil, avec notre collectif Courtrage Mai, qu'on a créé en 96. La même année, La haine de Mathieu Kassovitz sort dans les salles et c'est un film qui nous a tous marqués. Et c'est à partir de là qu'on avait aussi envie de faire du cinéma, qu'on avait envie de faire des films. Donc c'était le point de départ de Courtrage Mai. Et 24 ans après, c'est vrai qu'on se retrouve à faire un autre film qui parle des violences policières. On se rend compte que très peu de choses ont changé, malheureusement, en 24 ans. Ils étaient tous là, Courtrage Mai, lors Ouais, de la toute la bande projection. était Kim là. Chapiron, Romain Gavras, Mouloud Tout Achour. le monde était là. Cassel, Kassovitz, Mouloud Achour, Vincent. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la création de ce film Les Misérables? Ils étaient où? Ouais, ils étaient là, près de moi, à me soutenir. Après, chacun développe ses projets aujourd'hui de son côté, mais on est toujours très solidaires, on continue tous à bosser ensemble. Mais oui, c'est un soutien, c'est un appui. Je sais que je peux compter sur eux et ils ont toujours été là à me soutenir. Il y a une scène qui m'a marqué, là, ou plutôt une phrase qui m'a marqué, et je dois vous le dire, c'est une scène de contrôle. Et il y a ce policier qui a un personnage beaucoup plus complexe, qu'on veut bien le croire, qui dit « c'est moi, la loi ». Alors on pourrait l'interpréter comme une provoque, comme une allusion cynique. Et pourtant, le film, il n'est pas du tout anti-flic. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Le film, c'est Les Misérables, et Les Misérables, ça englobe et la population et les policiers. Aujourd'hui, moi, je me mets à la place d'un policier qui est là, qui tourne en moyenne 8 heures par jour dans ces quartiers difficiles, qui ont des salaires pas très élevés, qui vivent aussi dans des cités ou dans des HLM. Quand on prend le cas La Seine, où chaque personnage rentre chez soi, on a Chris qui rentre chez lui dans un petit pavillon de banlieue, Guada qui habite encore chez sa mère dans un HLM. Donc la misère, c'est pas que les habitants, c'est aussi les policiers qui vivent cette misère. Et ça, vous l'avez toujours senti, ressenti comme ça? Ou alors c'est une réflexion qui a grandi petit à petit, jusqu'à ce film, Les Misérables? Non, je pense que ça a grandi. Après, à force de les fréquenter, à force de leur parler, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de différence. Il y a aussi des situations précaires. Et il y a beaucoup d'humour.
dans votre film. On se souvient d'une scène dans laquelle un personnage assez inquiétant dit moi je suis comme Miss France, je suis pour la paix dans le monde. C'est quoi la fonction de l'humour chez vous en fait? Elle est importante, surtout en banlieue. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'humour. Les gens sont toujours là à déconner entre eux, à faire des vannes entre eux. Donc j'ai voulu apporter ce côté drôle des mecs des quartiers. C'est vrai que le film, moi, je le trouve très drôle. Et là, par exemple, je prends le cas hier à la projection, je me suis rendu compte que les 20-25 premières minutes, les gens n'osaient pas rire, alors qu'il y avait plein de phases marrantes. Et au bout de 20-25 minutes, les gens ont commencé à se lâcher. Mais oui, il y a des moments très drôles. Mais c'est-à-dire que c'est de l'humour dans un parfum de fin du monde, quand même. C'est ça, c'est un humour un peu chelou. On ne sait pas s'il faut rire, on ne sait pas si c'est... Mais moi, je trouve ça très drôle. On parle de cette école de cinéma à Montfermeil que vous avez créée, Ladj. Oui, bien sûr. Moi, je pars du principe que nous, ça va faire 20 ans qu'on fait des films. Et l'idée, aujourd'hui, c'est de partager notre expérience. Donc, j'ai décidé de monter cette école de cinéma qui s'appelle l'école Courtrage-May, où on propose différentes formations au métier du cinéma, scénariste, réalisation, post-production. Donc, on a lancé il y a à peu près 6 mois. Pour 30 places, on s'est retrouvé avec 1500 candidatures. Et donc là, en 3 mois, on a formé une trentaine de jeunes. On a 10 scénarios aboutis. On produit 5 courts-métrages cette année. Et l'idée, c'est de se développer. Dès l'année prochaine, on produira 10 films. Et sur les 10 courts-métrages qu'on aura produits, on sélectionne un film pour le développer en long-métrage. Donc, c'est toute une stratégie qu'on met en place. Et après, on se développe partout en Afrique. Là, on lance au Sénégal, au Mali, Côte d'Ivoire, Burkina et Mali. Et vous, par exemple, vous enseignez là-bas? Ouais, j'ai fait une masterclass aussi. Ouais. Sur quoi? Sur la réal? Ouais, sur la réal et aussi sur toute mon expérience et sur tout mon parcours. Et l'idée, c'est aussi de leur faire comprendre qu'on n'est pas obligé de passer par une école du cinéma. Déjà qu'elles sont très difficiles d'accès, en plus elles sont chères. Nous, l'école qu'on propose, elle est gratuite, elle est ouverte à tous, sans condition de diplôme. Et donc, il suffit juste d'avoir une idée, être motivé, et avoir l'envie de faire du cinéma. Pour autant, il n'y a aucun esprit de revanche chez vous? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je dis, c'est comme tout, hein, dans la vie, il faut se battre, il faut travailler dur pour arriver. Cette citation de Victor Hugo, Ladj, il n'y a ni mauvaise herbe, ni de mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Bien sûr. Ce que je dis, mon film, c'est surtout la fin, c'est un cri d'alarme. C'est ce que je dis, c'est un cri d'alarme qu'on adresse aux politiques, et notamment au président de la République Macron. On aimerait vachement qu'il voit ce film et qu'il se rende compte de la dure réalité des choses. Ce que je dis, la prochaine révolution, elle partira des quartiers. Et moi, je suis convaincu de ça. Donc, il faut nous entendre, il faut nous écouter, il faut essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes. Parce que vous cherchez à l'éviter à tout prix, cette révolution? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a eu les émeutes de 2005. On se rend compte que 12 ans après, rien n'a vraiment changé. Oui, c'est une phrase de votre film, d'ailleurs. À un moment donné, un des il y a une policiers... discussion avec un des policiers qui dit voilà, rien n'a changé, il reste un vieux poteau, les choses n'ont pas vraiment bougé. Donc, est-ce que la violence, ça a résolu les choses? On ne sait pas, mais moi, comme je dis, c'est un cri d'alerte. Attention, attention, je ne vais pas dévoiler la fin du film, mais c'est attention, ça risque de partir en vrille. Les mauvais cultivateurs, ce ne sont pas que les politiques, si? Bon, nous, on remet surtout la faute sur les politiques. Après, comme je l'ai dit, les policiers, je ne dis pas que c'est comme dans tout, il y a des bons, il y a des mauvais, comme en banlieue, il y a des gens bien, des gens moins bien, mais c'est avant tout la faute aux politiques. C'est pour ça qu'on leur lance la pierre, on leur dit, les gars, entendez-nous, entendez-nous. Aujourd'hui, il y a ce mouvement des Gilets jaunes, ça va faire 6 mois qu'ils sont dans la rue, qu'ils revendiquent leurs droits. Et moi, ce que je dis, c'est que nous, ça fait 20 ans qu'on est Gilets jaunes, ça fait 20 ans qu'on revendique nos droits, ça fait 20 ans qu'on subit des violences policières, ça fait 20 ans qu'on se prend des coups de flashball dans la tête. Et là, on a l'impression, avec ce mouvement des Gilets jaunes, les Français se rendent compte de la violence des policiers, se rendent compte que le LBD, c'est dangereux, sauf que nous, on a tous subi des coups de flashball et ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Et quel peut être le poids d'un film, Ladj? L'idée, c'est déjà qu'il soit vu. Le fait d'être ici à Cannes, on espère que le film sera vu dans le monde entier. C'est un film qui parle de banlieue, mais c'est avant tout un film universel. Vous le savez qu'il va être vu, vous avez vu le succès, le triomphe. Là, pour l'instant, on est plutôt content. Et l'idée, c'est qu'il soit vu, qu'on relance les débats et qu'on essaie de trouver des solutions à tous ces problèmes. Vous avez appelé Emmanuel Macron? Pas encore. On attend son coup de fil. On attend son coup de fil. On lui dit? Vous appelez? On lui dit, bien sûr. On lui dit. Monsieur le Président, si vous pouvez appeler Ladjli, ça serait super. Les Misérables de Ladjli, avec Damien Bonnard et Alexis Mananti, et donc en compétition à Cannes. On espère tant le retrouver au palmarès. Merci infiniment. Merci, Ladj, salut à tous. Tout de suite, la suite.